Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, tout en rouge vin, parce que c'est vendredi, on sait bien. Alors, Luc, C'est vendredi. qu'est-ce que tu penses du spectacle que Donald Trump fait avec la déportation des migrants? Écoute, c'est vraiment... quand on dit, et ça, il maîtrise cet art-là. Je pense qu'il en a fait la preuve dans les 8-9 dernières années. Il annonce, puis écoute, on y est allé à grand renfort de vidéos, de photos. La déportation, c'est pas le bon terme en français. Là, finalement, on les déplace. C'est pas au sens propre une déportation. Mais disons qu'on va les relocaliser. Il dit, c'est commencé. On l'a fait avec 538 personnes. C'est en marche. Et on a des photos d'avions, on a des photos des militaires qui sont arrivés à la frontière également. Donc, on a l'impression que Donald Trump s'active, que ça bouge beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, il est sous la moyenne du nombre de migrants qu'on a retournés sous Joe Biden au moins dans la dernière année. On était à plus de 700, on était entre 720 et 730. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de retourner aux électeurs cette promesse de dire « Je confirme ce que je vous avais promis ». On les déplace, les migrants, puis on va vous protéger, on va prendre soin de la frontière. Mais c'est une opération de marketing, ni plus ni moins. Donc, on a fait les gros titres avec ça. C'est devenu même, à certains endroits, sur certaines plateformes, viral. Mais c'est un spectacle. Donc, ce qu'on veut, c'est dire, on bouge. C'est un peu comme l'ensemble des décrets. On est quoi, rendu à 200 décrets au total? Il y en a certains là-dedans qui sont de la poudre aux yeux. Il y en a qui ont une réelle incidence. Puis il y en a dont on peut discuter, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais il y en a beaucoup qui sont là pour dire je m'active, je vous avais promis qu'on s'activerait et regardez à quel point on bouge vite. C'est ça, il y a une différence entre bouger et s'agiter. C'est pas nécessairement la même chose. Et Luc, quand tu regardes ça, ton détecteur de bullshit, il fait ouh! Dans ce cas-ci, aujourd'hui, le détecteur de bullshit était, en termes, en vulgarisation, il était à côté dans le piton. Luc, il y a des gens qui critiquent Donald Trump en disant qu'il manque d'empathie pour les gens qui vivent à Los Angeles. Écoute, il avait deux sorties aujourd'hui dans cette planification. Une en Caroline du Nord, où on a été touché par des ouragans, et l'autre à Los Angeles, où ce sont les incendies. Et il a fait, je pense, de la bien petite politique, parce qu'en Caroline du Nord, ce sont des ouragans, mais ce sont des républicains. Il n'a pas parlé de rendre l'aide à la Caroline du Nord conditionnelle ou de dire qu'il n'avait pas besoin de cet argent-là. Par contre, à Los Angeles, il semble trouver tous les défauts à la gestion de la Californie et de la ville de Los Angeles. En passant, on peut à la fois critiquer le gouverneur et la mairesse de la ville, mais il a invoqué même une mesure, grosso modo, il a dit, si on manque d'eau à Los Angeles pour éteindre les feux et pour la population, c'est parce qu'on veut sauver un éperlan qui est un tout petit poisson, on a réservé des eaux dans des bassins et ça n'a à peu près pas d'incidence, c'est infinitésimal. Donc, ça sent bien sûr la récupération politique. Mais au-delà de ça, Trump a émis une idée avec laquelle je suis partiellement d'accord. Ça va étonner certains de nos auditeurs et auditrices. Donald Trump a dit, en fait, je suis pas d'accord avec la formulation qu'il a utilisée, mais il y a toute une réflexion à faire et c'est une chose qui est assez complexe. Il a dit, moi, je pense qu'on devrait abolir, j'y songe, à abolir ce qu'on appelle la FEMA, qui est l'agence fédérale qui intervient pour aider les sinistrés en cas de catastrophe naturelle. Mm-hmm. On a vu la FEMA intervenir depuis des années autour du golfe du Mexique, en Floride, en Caroline du Nord. Ils sont intervenus sous George Bush, Obama, Trump, Biden. Pourquoi donc, Luc, tu trouves que c'est une bonne idée d'abolir ça? Voilà, c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on l'abolisse, ou si on l'abolit, il faut voir ce qu'on met en place pour remplacer ça. Et on remonte les dernières administrations, on pourrait remonter jusqu'à Obama, et démocrates et républicains, pas toujours à voix haute, réfléchissent les deux partis à la même chose. Est-ce qu'on ne devrait pas enlever l'agence fédérale du décor? Si on l'enlève, on pourrait prendre l'argent qui vient du fédéral et accorder sous forme de bons, si on veut, donc des sommes d'argent qu'on envoie dans les États pour que chaque État gère, même à l'aide de subsides fédéraux, la réponse à ses propres besoins en cas d'urgence.
Là où je dis que c'est complexe, c'est que ça enlève bien sûr cette responsabilité-là au gouvernement fédéral. Et ça, je pense que la plupart des Américains s'entendent pour dire, si on peut se passer du fédéral puis ramener ça près de nos intérêts, c'est un débat qui remonte à la rédaction de la Constitution américaine. Donc, si on peut ramener ça près de nos poches et près de nos intérêts, de nos besoins, on va le faire. Le problème, c'est qu'au moment où on se parle, les États américains ne sont pas tous égaux en termes d'argent face à des catastrophes naturelles. La Californie ou le Massachusetts n'ont pas les mêmes ressources que l'Arkansas ou l'Oklahoma, par exemple. Et ça devient très difficile de faire un partage équitable des subsides fédéraux à distribuer dans les États. Mais cette réflexion-là est importante. Et c'est là où je regrette parfois que Donald Trump le fasse tout croche. Il part d'une bonne idée ou d'une idée, en tout cas, qui mérite un débat, puis il nous saborde le débat en partant en disant « on enlève ça ». Heureusement, il y a des gens derrière Donald Trump pour réfléchir plus sérieusement à ça, au-delà du message. Il faut bien sûr retirer la partisanerie du décor. Un sinistré, qu'il soit républicain ou démocrate, c'est un sinistré américain. Mais d'où vient l'aide et qui la gère? Je pense qu'à peu près tout le monde va s'entendre pour dire que l'agence fédérale en question, en 2025, elle est devenue trop grosse. Elle est trop difficile à gérer. Et c'est ensuite ce qu'on fait. Est-ce qu'on la réforme? Ou si carrément on prend les subsides et on les envoie dans les États. On pourrait dire que Trump pose des bonnes questions, mais il apporte de mauvaises réponses. Écoute, en terminant, je ne sais pas si tu as vu ça passer, ça vient de tomber. Trump retire toute protection au docteur Anthony Fauci, qui était son ancien conseiller COVID. Je suis pas très inquiet au plan personnel pour le docteur Fauci. Ou encore pour John Bolton, qui est l'ancien conseiller de Donald Trump, à qui il a retiré aussi sa protection parce que Bolton l'a critiqué. Et Bolton avait dit avant, l'Iran me fait parvenir des menaces. On a dirigé à mon endroit, en provenance d'Iran, des menaces de mort. Et c'est là où Donald Trump est intervenu pour dire, il n'a pas dit je me venge, mais ça sent la petite vengeance. Il a retiré, pas qu'au Dr Fauci et à John Bolton, un certain nombre de protections de ces gens-là qui ont servi la nation. Puis dans ce cas-ci, on a un républicain, puis quelqu'un à qui, jusqu'à Donald Trump, on n'avait pas trouvé d'étiquette ou de couleur politique parce qu'il a servi je ne sais plus combien de présidents. Mais donc, ce sont des serviteurs de l'État, ce sont des gens qui ont servi le gouvernement, ils sont en danger, puis ce que Trump fait, c'est dire, vous n'aurez plus cette protection-là. En même temps, ces individus-là, ils ne devraient pas avoir à le faire parce que c'est en raison de leur service à l'État qu'ils ont cette protection, mais en même temps, ces gens-là ont le moyen d'obtenir une protection. Donc, ils ne sont pas, au moment où on se parle, en danger direct, mais ils ne devraient pas avoir à assumer ça, peu importe de qui il s'agit. C'est dû à n'importe quel serviteur de l'État qui s'est mis en position à risque. Bolton et l'Iran, entre autres, là, on ne parle pas de la petite bière, là, on ne parle pas de menaces à prendre à la légère. Donc, c'est un petit geste que j'ai trouvé un peu mesquin. Et il le fait cette fois-là sans couleur politique. Il s'agissait d'être un ennemi de Donald Trump à ses yeux pour perdre cette protection-là. Et pendant qu'il retire sa protection à quelqu'un qui était compétent, il va nommer Pete Hegseth, finalement, secrétaire à la Défense. Tu dis qu'il y a les votes nécessaires pour être confirmé et tu ne mâches pas tes mots. Pour toi, c'est le pire candidat de l'histoire des États-Unis. Si on avait le temps de donner le cours d'histoire pour appuyer ce que je suis en train de dire, je ne me souviens pas d'une nomination parce qu'il serait à un vote près de passer, mais il l'aurait. Donc, il n'y a que 2 républicaines, 2 femmes qui ont fait faux bond dans ce dossier-là, qui se sont objectées à sa nomination. Les autres vont donc rentrer dans le rang, même s'ils ont déjà dit qu'ils n'étaient, 1, pas qualifiés, puis 2, indignes de servir. Et je ne me souviens pas, donc je répète, là, j'ai une assez bonne connaissance de l'histoire et de la politique américaine après 30 ans à travailler juste là-dessus. Je me rappelle pas d'un candidat à la fois aussi incompétent et indigne. Et c'est pas pour n'importe quel travail, là. On ne l'envoie pas classer des dossiers administratifs. Il va gérer l'armée la plus puissante au moment où on se parle sur la planète. Ah, ouais. Puis rappelons qu'il y a toutes sortes d'allégations. Est-ce que ce sont seulement des allégations, des accusations d'agression sexuelle qui sont portées contre lui? Dans son cas, on parle d'allégations, mais ce sont des membres de sa famille qui rapportent et qui appuient ces allégations. Sa mère, sa belle-sœur, d'anciens collègues. Donc, le dossier est assez documenté. Moi, ce qui me troublait plus, c'est que la Garde nationale l'a mis dehors ou lui a fortement suggéré de partir en raison de son accointance avec l'extrême droite. Et là, on peut utiliser le terme des nazis.
Donc, ce qu'il a utilisé, ce qu'il a sur le corps comme symbole, faut vraiment être naïf pour penser que c'est pas associé ou que c'est pas un clin d'œil direct à l'extrême droite américaine. La Garde nationale lui avait interdit d'ailleurs de se présenter pour l'assermentation de Joe Biden parce qu'on considérait au sein de la Garde nationale qu'il représentait un risque et un danger. Donc, on parle pas de woke, là, parce que c'est souvent le terme. Non, écoute, et ce gars-là, en passant, soyons honnêtes, c'est un très bon communicateur. On l'a vu à Fox la fin de semaine. C'est quelqu'un qui a servi sur le terrain. On ne va pas nier ça. Mais rien dans son parcours dans l'armée ou dans son parcours à l'extérieur de l'armée ne le prépare d'une quelconque façon à gérer cette armée-là quand on connaît le niveau de perfectionnement et le degré de complexité de ce qu'on va lui demander d'accomplir. C'est un joyeux mélange de... Sur 330 millions de personnes, il y avait sûrement quelqu'un de plus qualifié, de plus digne que lui à ce soir-là. C'est complètement capoté. Merci beaucoup, Luc. Bon week-end malgré tout. Salut. Bonne fin de semaine à toi aussi, Richard.